Voilà. Et donc, pendant qu'il s'installe, peut-être commencer par me présenter. Donc, moi, j'ai pris la parole tout à l'heure et j'ai eu l'impolitesse de ne pas vous dire ni bonjour ni qui j'étais. Donc, je vais rattraper le coup. Donc, moi, je suis Roger Palazon et je travaille à l'Institut de l'élevage. Voilà. Quelques mots là, pour introduire cette séquence. Donc, quand on s'est penché, là, le petit groupe de préparation de la journée, quand on s'est penché sur le programme de cette journée, on s'est dit quand même il y avait des sujets qu'il fallait ne pas oublier. Et il y en a au moins deux qui se recoupent d'ailleurs, qui nous ont semblé importants. C'était de parler du cheval de trait. Hein, on n'en parle pas beaucoup. Et quand on regarde les chiffres, on peut s'inquiéter. Hein, vous verrez dans les dossiers que vous avez, on est passé en dessous du cap de 10 000 naissances en 2017, donc ça ne fait pas beaucoup. Et quand je dis 10 000 naissances, c'est y compris les ânes. Voilà, donc il y a quelques sujets de préoccupation par rapport à ces races de traits et par rapport au patrimoine génétique qu'ils représentent. Et puis j'ai dit que c'était lié. Il y a un autre sujet là qu'on a tendance à ne pas trop aborder parce qu'il est générateur de polémiques, de sujets un petit peu délicats, qui est la consommation de viande chevaline. Voilà. Donc on a demandé à un certain nombre de participants de bien vouloir nous rejoindre autour de la table. Alors ces participants, donc dans un premier temps, je vais vous les présenter. Hein. Dans un premier temps, on va leur donner un peu la parole pour qu'ils nous disent ce qu'ils font et quels sont leurs ressentis, leurs expériences. Et puis, je leur ai demandé d'être relativement brefs. Hein, ils ont maximum 10 minutes chacun. Et à l'issue de ces présentations, donc, on va ouvrir la discussion entre eux, mais aussi, je l'espère, en tous les cas, avec vous et y compris avec les gens qui sont en vidéo à l'extérieur. Voilà. Alors, présentation des intervenants. La première, donc, qui va parler est Mélanie Conrault, qui va nous parler... qui va commencer, on va dire, à brosser le tableau. Je ne sais pas s'il faut en dire beaucoup plus, sur particulièrement les circuits courts. Hein. Le deuxième qui va parler, il n'est pas ici, c'est Jean-Luc Césari, qui est un éleveur de chevaux de trait. On lui avait demandé de venir. Et puis, vous vous en doutez, on est à la période où il y a des poulinages. Hein, donc, il s'excuse. Il a préféré quand même assurer la pérennité de son élevage. Alors, on compensera par une petite vidéo là, qu'on a réalisée avec lui. Troisième participant, donc c'est Adrien Carly, qui est le vice-président de la section équine d'Interbev, qui nous parlera des réflexions qui ont eu lieu dans le cadre des États généraux de l'alimentation, entre autres. Hein. Voilà. Et puis ensuite, Marie Fouquier nous parlera de ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières. Et on terminera donc par Ambeline Baron, qui va revenir, qui travaille pour la SFET, et qui va revenir un petit peu plus sur les aspects franco-français et sur les petits problèmes économiques, ou les aspects de marché. Hein, voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Mélanie. Bonjour à tous, donc Mélanie Conrault, je suis ingénieure de projet et développement à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et donc effectivement, je démarre cette table ronde et je vais vous présenter les travaux qui ont été récemment effectués sur la vente de viande chevaline en circuit court. Alors, quelques points liminaires tout d'abord sur ces travaux. Un objectif qui était évidemment de contribuer à la relance et la structuration du segment viande. Cet objectif est porté par un groupe de travail large dont l'ensemble des partenaires sont inscrits sur cette slide. Une cible avait été définie et elle est donc les éleveurs de chevaux de trait destinés à une valorisation bouchère. Et puis donc tout cela nous a amené à la réalisation d'un outil spécifique qui a été créé à la fin de l'année 2017, fin de l'année dernière, à savoir donc un vadémécum. Les principaux constats et problématiques à la base de ces travaux sont tout d'abord donc une forte diminution des points de vente traditionnels que sont les boucheries chevalines. On est passé donc de 3800 établissements en 1970 à 600 en 2014. C'est le constat également d'une consommation qui est principalement basée sur des produits importés, à savoir que moins de 20% de la viande chevaline consommée en France est d'origine française. C'est également un constat lié au manque de connaissances et de visibilité du produit viande chevaline.
On a également une offre qui est peu adaptée aux attentes des grandes et moyennes surfaces qui recherchent du catégoriel, à savoir des morceaux et quantités précis et puis plutôt faciles à vendre. Et enfin, donc, l'omniprésence de la notion de bien-être animal ainsi que l'hypophagie qui est régulièrement attaquée par des associations protectrices des animaux. Alors, on a également relevé un certain nombre d'atouts à valoriser. Le premier d'entre eux concerne les qualités nutritionnelles importantes de la viande chevaline. Effectivement, donc, elle est riche en fer et en protéines de haute valeur biologique, et c'est également une viande maigre. Ces atouts ils concernent également la production de chevaux. Elle est géographiquement dense et elle véhicule également une image de terroir et de qualité en lien d'une part à l'alimentation naturelle des chevaux et également au rôle de préservation de la biodiversité et des espaces naturels de cet élevage. Cet élevage est également porté par des professionnels motivés, ce qui est un atout fort, et on peut en conclure qu'on a un marché de la viande chevaline avec un potentiel de développement certain. Donc c'est sur cette base qu'on s'est intéressé à la solution du circuit court. Le ministère de l'Agriculture en donne une définition en 2009, qui est donc la suivante. C'est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition donc qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire entre l'exploiteur et le consommateur. On a deux notions qui sont liées à cette définition-là, la notion de proximité relationnelle entre le consommateur et le producteur, ainsi que la notion de faible distance géographique entre ces deux entités. On constate qu'il existe des modes, des circuits de commercialisation multiples en lien avec le circuit court, notamment parce qu'on peut vendre en direct, en détail, ou vendre en colis, et également vendre donc, en direct de manière individuelle ou collective, ou vendre en indirect, à condition qu'il n'y ait bien sûr qu'un seul intermédiaire. Donc, pour illustrer un petit peu cette diversité de modes et circuits de commercialisation liés au circuit court, vous avez là une infographie qui a été réalisée par l'INRA lors d'un projet qui concernait notamment les attentes des consommateurs au niveau des circuits courts, qui date donc de 2013. Et donc sur cette infographie, on voit bien, il y a déjà 9 points de vente en tout cas qui sont présentés et ils sont classés en fonction de leur fréquentation. L'intérêt, c'était de voir un petit peu qu'effectivement, il y a un certain nombre de possibilités en termes de modes et circuits. Une deuxième infographie qui me permet là de mettre en avant que la viande est dans le top 3 des produits achetés en circuit court, donc juste derrière quand même les légumes et les fruits. Alors on s'est intéressé à cette solution du circuit court parce qu'elle présente un certain nombre d'avantages qui permettent de répondre aux constats et problématiques exposés juste avant. Ces avantages, ils sont sociaux. Le circuit court est créateur de liens sociaux. Il permet également de renouer le lien entre le producteur et le consommateur. On dénombre aussi des avantages économiques avec un prix fixé de manière plus souple, une rentabilité accrue et bien souvent la création d'emplois. Des avantages culturels également. Le circuit court permet une meilleure appréhension du territoire, de production, de l'agriculture. Il est vecteur de dynamisme territorial et il permet également la découverte ou redécouverte de produits. Enfin, ce sont des avantages environnementaux qui sont principalement liés à la mise en avant de la saisonnalité des produits et à la consommation locale. Ce mode de commercialisation, il est également très intéressant parce que il a le vent en poupe, on peut le dire. Pourquoi ? Parce qu'il répond à un certain nombre d'attentes grandissantes des consommateurs, qui est de se réapproprier son alimentation, renouer avec une consommation qui a du sens, redécouvrir les saveurs de la région dans laquelle on est implanté et également, bien sûr, s'approvisionner en produits de qualité. Un autre argument fort pour ce mode de commercialisation, il est qu'il permet de toucher à un panel de consommateurs très variés, que ce soit du côté de la restauration collective. Donc on dénombre de plus en plus d'initiatives régionales, notamment, qui mettent en relation à la fois les producteurs locaux et les gestionnaires de cantines, par exemple, mais donc également du côté des particuliers. Donc une infographie pour illustrer aussi un petit peu ce panel de consommateurs diversifiés du côté des particuliers. Une lecture simple de cette infographie, on a toujours principalement quand même des femmes, des cadres et des retraités qui vont s'approvisionner du côté des circuits courts, mais on remarque que ça s'ouvre de plus en plus et on a également donc, des jeunes hommes, des professions intermédiaires et des ouvriers qui fréquentent les circuits courts de plus en plus. Alors,
Côté pratique, c'est un mode de commercialisation qui nécessite quand même des démarches et une organisation bien particulière. D'où la création, donc à la fin 2017, comme je l'évoquais en introduction, d'un vade-mecum dédié à la mise en place de circuits courts pour la vente de viande chevaline. Alors ce vade-mecum, il est composé de 3 grandes parties. Il y a une partie dédiée à la définition du circuit court et le lien par rapport aux produits viande chevaline. Une deuxième partie qui concerne les réglementations spécifiques à avoir en tête en termes d'hygiène, d'obligations sanitaires, de transport, les diverses autorisations administratives. Et enfin, une dernière partie dédiée vraiment aux conseils pratiques et aux démarches concrètes pour inspirer un petit peu ceux qui voudraient se lancer. Pour passer en revue quelques-unes des recommandations qui sont détaillées dans ce vade-mecum, alors en amont du projet, il est fortement recommandé de dresser un état des lieux personnel pour déterminer à la fois les connaissances, les motivations et mettre en cohérence projet personnel et projet professionnel. Il est également fortement recommandé d'effectuer donc une étude de marché pour bien sûr déterminer les clientèles et concurrences potentielles. C'est vraiment important de définir clairement et précisément le projet. J'entends par là de passer en revue toutes les étapes du projet, de la production à la commercialisation. Donc c'est réfléchir aux besoins matériels, c'est réfléchir à la prestation, aux démarches éventuellement collectives qu'on peut mettre en place. C'est également, bien sûr, se poser la question des besoins en investissement financier et en temps de travail. Bien sûr, prendre connaissance des obligations réglementaires et se renseigner sur les formations, les aides techniques et financières disponibles qu'il peut exister en région ou au niveau national. Pour bien vendre, bien sûr, donc connaître son produit, les 28 morceaux, leur cuisson, leur mode de consommation, et bien sûr, les qualités organoleptiques du produit. Il est intéressant d'utiliser des outils de communication et marketing qui vont permettre de rendre le lieu de vente plus attractif et accueillant, de conseiller sa clientèle ou encore d'évoquer et détailler son mode d'élevage. Ce qui est bien, c'est d'être aussi à l'écoute de sa clientèle qui peut témoigner sur ses besoins et apporter des idées nouvelles pour le service. Et enfin, tant que faire se peut, diversifier ses points de vente et ses services. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Mélanie. Donc, comme je vous l'ai annoncé, le deuxième participant n'étant pas là, on va l'écouter. Donc, Jean-Luc Césari, je reprécise, est au pied des Alpes. Donc, dans la vidéo qu'on va vous montrer tout de suite, écoutez plutôt, la suggestion que je vous fais, c'est plutôt écouter ce qu'il dit. Les photos sont là pour illustrer, pour meubler, mais vu la saison, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Voilà. Je m'appelle Jean-Luc Césari, je me suis installé sur l'exploitation familiale en 93, donc je suis dans le département de la Savoie, en zone de montagne, la Mercurie, à côté d'Albertville. J'ai repris l'exploitation familiale en 93, il y avait à peu près 8-10 juments en poulinière. J'ai grossi petit à petit l'exploitation. Donc la vente était particulièrement faite à une boucherie sur Albertville et après à l'exportation pour l'Italie. Les prix allaient de plus en plus mal à l'exportation. La boucherie est enfermée sur Albertville. C'est là qu'on a décidé avec mon épouse de se lancer dans la vente directe. On a attaqué donc la vente directe en 2007 en vendant des colis de 5 ou 10 kilos. On a vu que c'était très limité, les gens n'avaient pas assez de place dans les congèles, ça leur faisait des trop grosses quantités. Donc en 2008, on a voulu faire la vente directe sur les marchés et au détail. Donc c'est là qu'on a attaqué la vente de détail et sur les marchés. Au niveau des surfaces, on est à peu près à une trentaine d'hectares sur Mercury. Il y a 2 hectares de triticale. Et le reste, c'est pour le fourrage et la pâture de printemps et l'automne. Et après, tout l'été, donc les chevaux sont en alpage.
sont mis en pension et en alpage sur à peu près, à peu près 150 hectares. Donc les bêtes au printemps mangent l'herbe avant de partir en alpage, en mangent une partie. Et dès que la repousse est bonne, donc on fait le foin pour l'hiver. Et des parcelles ne sont pas pâturées du tout, ou elles servent qu'à faire du fourrage pour l'hiver. Sur le bas, à peu près 25 hectares sont fauchés toutes les années. J'ai repris l'exploitation familiale qui était déjà en comptoir. C'est pour ça qu'on reste sur cette race qui a un très bon rendement en viande et très peu d'os. Ouais, la taille des bêtes, leur format correspond bien à l'élevage et dans la région où on est pour les alpages. Le troupeau a pas mal grossi, donc quand je l'ai repris, autour de 8-10 bêtes. Maintenant, on est à une trentaine de poulinières, 3 étalons, plus les pouliches de renouvellement et toutes les bêtes qu'il y a pour la boucherie, donc, pour avoir le roulement. Donc actuellement, on est à 65 bêtes sur l'exploitation. Niveau manœuvre, moi je travaille sur l'exploitation, ma femme est salariée de l'exploitation, mon père m'aide encore un petit peu, mes enfants m'aident beaucoup. Moi je travaille encore à temps partiel à l'usine, donc je travaille 3 jours par semaine à l'usine. Les poulains commencent à être abattus à partir de 7 mois à peu près, une fois qu'ils sont pucés. On tue à peu près une bête tous les 15 jours, voire 3 semaines suivant le poids des bêtes. On tue des bêtes jeunes donc à l'automne au sevrage. Après donc les bêtes sont sevrées, donc elles perdent un peu du poids. Donc pour pouvoir tuer des bêtes tout l'hiver après que les jeunes soient sevrés, donc on garde des bêtes de 18 mois. Donc de l'année d'avant pour arriver à faire notre roulement pour qu'on puisse tuer des bêtes toute l'année. Les bêtes sont tuées à l'abattoir de Beaufort. Elles sont tuées, détaillées et mises sous vide, étiquetées. C'est tout fait à l'abattoir. Donc on récupère les pièces tout en morceaux. Au niveau de la viande de cheval, donc on a différents morceaux. On a des steaks, on a des pièces à fondu, des pièces à roast beef, des braisés, de la côte, de la blanquette. On fait aussi des fabrications, terrine de foie, pâté croûte, noix de jambon séché et saucisson. La transformation se fait sur l'exploitation. C'est pour ça qu'on a un camion, on est obligé d'acheter un camion magasin neuf. Car la transformation, vu qu'on n'a pas de local, le DSV nous a autorisé à faire la transformation à l'intérieur du camion. Au niveau du prix, pour simplifier la vente, on n'a fait que 2 prix. Le prix des bas morceaux à 14,40 € le kilo et le prix des steaks fondus, toutes les bonnes pièces qui sont vendues à 23,10 € le kilo. Pour diversifier un petit peu aussi la viande, donc on fait quelques porcs, on élève quelques cochons pour qu'on ait un peu tout. On en tue à peu près 5 ou 6 pour fournir à nos clients, surtout l'automne. Après l'été, on n'en fait plus. Les porcs nous servent surtout à avoir du gras, à avoir un peu de viande pour notre fabrication, car on ne peut pas fabriquer qu'avec du cheval. On est obligé de rajouter du porc avec. Et donc on préfère produire nos porcs pour pouvoir faire notre fabrication. C'est vrai que le porc aide aussi, le porc produit sur l'exploitation aide aussi à faire vendre le cheval. L'abattoir découpe, met sous vide, met les étiquettes avec la DLC, donc les étiquettes complètes. Et donc ils sont mis dans des glacières et je vais les récupérer à l'abattoir à l'intérieur des glacières et après ils sont mis stockés dans les chambres froides le vendredi. Donc, la clientèle sur les marchés, c'est des personnes, pas mal de personnes âgées. Et maintenant, on commence à voir beaucoup de jeunes qui reviennent parce que c'est des gens qui ont mangé du cheval chez les grands-parents, mais pas chez leurs parents. Et donc, ils reviennent manger du cheval, ils veulent en remanger, donc c'est des jeunes qui reviennent. Des gens d'une quarantaine d'années, on les voit très peu par contre. Les clients qui viennent reviennent, donc ça c'est sûr. Notre clientèle aime bien manger de la viande claire, de la bête jeune. Pour le moment, c'est surtout limité à 4 marchés par semaine pour pouvoir arriver à fournir ces 4 marchés. Car d'autres marchés seraient disponibles, on pourrait aller un peu plus loin pour vendre, donc on pourrait passer plus de bêtes. Mais c'est que après on ne trouvera pas assez de bêtes pour pouvoir fournir. Car la demande au niveau du consommateur, il y a quand même une demande sur la viande de cheval, mais de la viande de cheval de qualité. Pour avoir une viande de cheval de qualité, rien ne sert de mettre des chevaux à l'engraissement comme beaucoup veulent le faire ou beaucoup le font au niveau des bovins. Un cheval qui est nourri normalement à l'herbe, surtout l'herbe d'alpage, c'est des bêtes qui sont en état, qui sont bien rondes et qui produisent une viande de très bonne qualité. Pas besoin d'avoir des compléments alimentaires, pas besoin d'avoir des croquettes pour avoir de la bonne viande, bien au contraire. Donc, comme ça marche bien. Ouais. C'est une viande qui reste maigre. De toute façon, dès que la viande est trop grasse, les consommateurs la veulent plus. Donc. Je suis Danielle Césari, donc l'épouse de Jean-Luc.
Donc notre objectif était de me salarier sur l'exploitation, ce qui a pu être réalisé en 2010 à mi-temps pour que je puisse m'occuper de la vente sur les marchés en prenant la suite de Jean-Luc. Les marchés, je les fais sur le secteur donc Albertville, Frontenex, Ugine. Donc j'ai une clientèle assez régulière. Partant de vacances, j'ai des touristes qui viennent aussi se ravitailler sur les marchés. La plupart des gens, c'est vrai, sont très sympathiques, ils aiment bien discuter, donc ils aiment bien aussi qu'on leur explique notre mode d'élevage, savoir comment qu'on produit notre viande, qu'est-ce qu'on donne à manger à nos chevaux. Et ils sont d'autant plus contents de le fait de savoir qu'on fait un élevage très naturel. Les chevaux, nous, mangent que de l'herbe, du foin et c'est tout. Donc c'est vraiment ça, ils apprécient énormément de pouvoir retrouver une qualité de produit qu'ils ne trouveront pas en grande surface, parce que c'est notre objectif en plus, de pouvoir faire de la très très bonne qualité qui a forcément un coût, mais qui nous plaît parce que nous on aime les bons produits. Malgré déjà plusieurs années qu'on fait la vente directe, on a du mal à sortir un salaire, souvent on n'y arrive même pas, les investissements sont beaucoup trop importants, coûtent beaucoup trop cher pour la rentabilité qu'il y a, donc c'est dur d'arriver à faire tourner l'exploitation là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que je ne peux pas arrêter l'usine, pour pouvoir arriver à payer tout ce qu'il y a à payer. On aimerait pouvoir développer même encore un peu plus l'exploitation, mais il y a de gros problèmes de superficie, car étant proche de la ville d'Albertville, on a une grosse pression foncière et beaucoup de terrains partent à la construction. Donc c'est très dur de conserver déjà les terrains qu'on a, et c'est encore plus dur d'en trouver des nouveaux. L'objectif, c'est de transmettre aux enfants une exploitation qui peut être viable, quoi. Mais bon, pour le moment ce n'est pas évident, mais on essaye de faire le maximum pour que l'exploitation soit transmise et qu'ils puissent vivre là-dessus, quoi. Oui, moi j'aimerais bien reprendre l'exploitation de mes parents. Et puis à côté, je vais faire aussi de la boucherie, et au moins comme ça ira mieux. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça va vous évoquer quelques questions, quelques réactions. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, il faut peut-être que je le fasse. Jean-Luc Césari donc, fait partie des éleveurs qui sont suivis dans le cadre du réseau équin. Et on a, dans le cadre du réseau équin, on a 13 exploitations qui produisent des chevaux de trait, et Jean-Luc Césari est l'un de ces 13, et c'est le seul à être spécialisé en production équine. Voilà. On change de sujet complètement ou temporairement, on va dire ça comme ça. Le plan stratégique là, de la filière équine, donc il n'y a pas très longtemps, vous en avez tous entendu parler, je pense, des États généraux de l'alimentation. Ça a généré un certain nombre de demandes, et les filières ont eu, entre guillemets, des copies à faire. Donc, on passe la parole à Adrien Carly qui va nous présenter ça. Bien, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, changer de sujet, non, parce que comme modèle ou comme exemple d'une filière tout intégrée, je crois que la vidéo précédente est assez éloquente. Alors, quelques mots de présentation. Moi, je représente ici ce matin Interbev. Interbev, qu'est-ce que c'est ? C'est je dirais, une institution à la française qui regroupe toute la filière des viandes, de l'élevage, en passant par ce qu'on appelle la mise en marché. Alors, je vous affiche ça, voilà. La mise en marché, donc les commerçants, la transformation, abattoir, atelier de découpe, transformation, production de charcuterie. Donc on suit mot pour mot la présentation de M. Césari, puisque de l'élevage, il passe par la transformation et la commercialisation des viandes. Et donc au sein d'Interbev, par les représentants des fédérations, on siège des gens représentant la boucherie, la CFBCT, la FCD, la grande distribution, et la FBHF pour la restauration hors foyer. Tout ça pour servir un produit de qualité aux consommateurs.
Voilà donc en quelques mots ce que représente Interbev et qui est donc un des interlocuteurs effectivement de nos administrations qui nous ont demandé de travailler à un plan de filière dont l'objectif est de rendre pérenne la filière en 5 ans. Donc on a dégagé, je dirais, deux axes de travail. On en a vu un axe par M. Césari, qui est la filière des chevaux de trait, dont on reparle aussi ce matin. Une des ambitions d'Interbev, c'est d'augmenter l'offre, à la fois sur des animaux lourds qui puissent être destinés à la boucherie, pour servir les marchés, et à la fois, puisque c'est une autre filière qu'il ne faut pas occulter, sur l'utilisation des chevaux, alors on appelle chevaux de sang, par opposition aux chevaux de trait, qui sont souvent des animaux qui ont eu une autre carrière et qui peuvent trouver un débouché en boucherie. Je parle là de chevaux trotteurs, de chevaux de selle, de chevaux d'origine non constatée, qui traditionnellement amènent une viande en France très recherchée par le consommateur, par leurs caractéristiques particulières. Pour faire ça, il s'agit de parvenir à structurer l'amont et mettre en œuvre une forme de contractualisation. Vous avez introduit aujourd'hui la journée en disant il faut s'adapter au marché. Le sujet est bien là. Comment fait-on en France pour produire un produit qui corresponde aux attentes du marché? Donc la première question, c'est quel marché on vise? Et la deuxième question, c'est comment on s'organise pour servir ce marché. Ce que ça a été évoqué juste avant. Aujourd'hui, la particularité de la viande chevaline en France, c'est que 80% des produits consommés en France sont importés. Alors importés d'où? De près, c'est-à-dire en Europe, Irlande, Espagne, Belgique, Allemagne, ou des pays tiers, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et autre particularité, une très grande partie de la production française est exportée en vif ou en viande. Là aussi, vers des pays proches et lointains. Le partenaire historique, c'est sans doute l'Italie ou l'Espagne pour atteindre finalement l'Italie, la Suisse, l'Asie du Sud-Est et le Japon, dont on nous parlera sans doute tout à l'heure. Et donc, Interbev est le lieu pour susciter cette structuration entre l'amont en disant comment on fait pour produire un produit différenciant avec une valeur ajoutée qui amène une rémunération à l'éleveur pour servir quel marché? L'export proche, Italie, export proche, Suisse, Belgique, ou export moins proche, Asie du Sud-Est ou Japon. Et dans cette étude de marché, il s'agit aussi de regarder qu'est-ce qui se fait en termes de concurrence, car il ne faut pas être naïf, il y a des acteurs qui sont en place depuis longtemps, et donc il s'agit de faire un meilleur produit que les concurrents. Il s'agit aussi pour Interbev de s'assurer au sein de toute cette filière que les attentes de la société civile, et là sans doute plus sur une attente française, mais non, je retire ce que j'ai dit, une attente vraiment des sociétés civiles, puisque ces questions de bien-être animal, elles sont extrêmement partagées dans le monde, et je dirais même qu'en France, on a un petit peu de retard. Ces problématiques sont nées il y a 10 ans en Suisse, parce qu'il y a là-bas des associations extrêmement dynamiques sur ces questions de bien-être animal. C'est également des problématiques qu'on retrouve dans des pays tiers plus lointains. Et donc, il nous semble très important au sein d'Interbev que
ces problématiques bien-être animal soient prises en compte de l'amont, hein, de la ferme, des détenteurs de chevaux en général. Et là-dessus, la FNC a travaillé sur un document extrêmement intéressant, la charte du bien-être équin, mais aussi en matière de bonnes pratiques pour l'abattage des chevaux. Ça passe par la collecte, le transport, l'accueil en abattoir, s'assurer qu'à chacune de ces étapes, les gens soient formés et que les bonnes pratiques soient en place. On dialogue avec ça, avec des organisations, des ONG, qui sont très souvent, elles aussi, déplacent largement les frontières européennes et françaises en tout cas, puisqu'on a souvent affaire à des associations soit pan-européennes, soit mondiales, puisqu'ils n'hésitent pas à aller dans les pays tiers, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, pour porter ces bonnes pratiques et ce besoin de prise en compte de ces attentes sociétales. Autre rôle d'Interbev, c'est de s'assurer effectivement que le marché se développe et vive. On a vu, vous avez sans doute suivi l'actualité des viandes qui est extrêmement attaquée sur tout un tas de problématiques. La viande chevaline suit la même actualité. Et Interbev organise des actions de promotion du produit auprès des consommateurs, que ce soit au travers de la grande distribution ou des bouchers, ou via des opérations de dégustation par des éleveurs qui font de la vente directe. Donc, elle a pour finalité ici de soutenir la consommation, la notoriété du produit en s'appuyant sur les qualités organoleptiques du produit. Il faut bien comprendre, vous l'avez vu tout à l'heure, qu'en réalité, on avait un réseau de distribution s'agissant de la viande chevaline qui était spécialisé, avec des boucheries chevalines, donc des réseaux indépendants. Ce réseau s'est extrêmement délité, puisqu'on voit qu'on est à environ 600 points de vente aujourd'hui en France. On a suivi là une dynamique qui était propre au secteur traditionnel, qui a quand même été, je dirais, attaqué par la grande distribution. La grande distribution, elle, a quand même pris le relais de la distribution de ces produits, et c'est important, parce que une des problématiques de la consommation de la viande chevaline aujourd'hui, c'est sa présentation aux consommateurs. Et on voit l'expérience de cet éleveur est intéressante. Finalement, sur les marchés, il y a un très bon accueil. Le consommateur est heureux de retrouver ce produit-là. Parce qu'à l'inverse, face à cette distribution qui est parfois numériquement difficile, on commercialise de la viande chevaline partout en France. Du nord de la France, bassin de consommation historique, à l'Île-de-France, qui profite de sa densité de population, mais en Bretagne aussi, mais en région sud-ouest aussi, mais dans le couloir rhodanien également. Et face à ce délitement de cette chaîne de distribution, il nous semble important aussi de professionnaliser les acteurs de la filière, en particulier sur la formation des jeunes sur les filières de boucherie pour présenter et commercialiser le produit. Enfin, l'export, j'en ai déjà parlé tout au long de cette présentation. Il faut bien comprendre qu'il nous semble important au sein d'Interbev que la filière ait plusieurs jambes sur lesquelles s'appuyer. Le marché intérieur, certes, la consommation, et avoir un produit qui puisse servir tout ou partie de ce marché intérieur, mais aussi profiter des opportunités qui peuvent exister à l'export. L'éleveur dont on a eu la présentation parlait de ce marché italien qui est porteur certaines années, les moins d'autres. On sait sur ces marchés qu'il y a des effets cycliques, il y a des effets de prix qui vont et viennent, et il faut être capable d'adosser la filière sur plusieurs marchés et donc faire en sorte que cette filière soit capable d'amener les produits qu'attendent chacun des marchés sans être exclusif des marchés extérieurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à quelques questions.
Merci. Puisqu'on parle de marché extérieur et d'exportation, la transition est toute faite. On va demander à Marie Fouquier de prendre la parole. Alors au Japon, la viande de cheval, en fait, c'est une des spécialités du sud du Japon. C'est un produit qui est très prisé. Il est consommé en frais sous forme de sushi. Et en fait, ils consomment la viande après avoir abattu les chevaux après un engraissement très important. Et c'est une consommation qui est quand même assez élevée. Ils produisent une partie des chevaux qu'ils abattent, mais ils ont besoin de se produire ailleurs. Donc ils se sont tournés vers la France parce qu'ils étaient à la recherche de chevaux avec un fort potentiel d'engraissement et présentant des qualités que pouvaient leur proposer les 9 races d'équidés de travail. Donc en 2015, la SFET a été contactée via l'UNIC pour être en contact avec des clients japonais à la recherche de chevaux pouvant répondre à leurs demandes. Et il se trouve donc que les 9 races de chevaux traits correspondent exactement à ce qu'ils attendaient, puisqu'ils disposent d'une capacité d'engraissement qui peut atteindre ce qu'ils recherchent, qu'on a la quantité a priori suffisante, tout du moins pour démarrer la production en fonction de leurs besoins, et les modalités d'élevage de nos chevaux, donc, qui est un élevage extensif et qui propose donc une très bonne image pour la commercialisation dans leur pays, les intéressait beaucoup. D'un autre côté, le système français les intéresse beaucoup du fait qu'on a un système de traçabilité qui est très intéressant, donc la traçabilité via CIR, qui leur permet de suivre le poulain jusqu'à l'abattage. Et on a également un système sanitaire qui est reconnu à l'international et qui nous permet d'assurer les exportations dans le cadre sanitaire qu'ils demandent. La demande est vraiment importante puisqu'ils auraient besoin de plus d'1 millier de chevaux par an. Et pour répondre à cette demande avec Equidexport, on a tout de suite fait le choix de s'approvisionner sur l'intégralité du territoire en se fournissant parmi les 9 races d'équidés de travail. On n'a pas privilégié ni de race ni de territoire puisque c'est ce dont on avait besoin pour répondre à ce gros marché. De manière générale, pour répondre au marché, il y a quand même une contrainte très importante qui est la contrainte sanitaire qu'il faut parfaitement maîtriser. Les Japonais sont très exigeants en termes de sanitaire, en particulier concernant la pyroplasmose. Et il s'agit d'un des points les plus importants dans le cadre de l'exportation, mais également le respect du bien-être animal. À chaque instant, il faut savoir que ces chevaux, ils vont être allotés entre 5 et 6 mois. Et après, ils vont partir au Japon en avion. Donc, il faut mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer le bien-être animal depuis le départ de la ferme jusqu'à l'arrivée au Japon. Ce marché a eu un impact. Donc, il a démarré en décembre 2015. À l'époque, on était à un cours d'environ 1,50 €. L'objectif donc, de la SFET est de développer le marché pour assurer un revenu correct aux éleveurs. Donc la première démarche a été d'acheter les produits aux éleveurs, les poulains aux éleveurs, aux alentours de 2 € du kilo vif. Et depuis, on a vu une nette augmentation puisque depuis décembre 2015, le prix n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on a presque doublé le prix du marché. Il y a quand même des points importants à prendre en compte dans la mise en place de ce marché. Donc c'est un marché qui se pérennise puisque en 2016, il y a 150 poulains qui ont été commandés, qui ont été expédiés. En 2017, on est passé à 420 poulains qui ont été expédiés vers le Japon. En 2018, il y a une commande en cours de plus de 800 poulains sur l'année. Donc on a un premier lot de poulains qui sont partis il y a 2 semaines. Il y en aura tout au long de l'année jusqu'au mois de décembre. Et les contrats pour 2019 et 2020 sont actuellement en cours avec des commandes de plus de 1000 poulains par an, avec une demande qui est toujours en augmentation. Il y a quand même des points très importants dans le cadre du développement de ce marché. Bon, le premier point, c'est la maîtrise parfaite du sanitaire.
La problématique pyroplasmeuse est un des points à vraiment maîtriser. Il faut être en mesure de détecter la pyroplasmose et à s'assurer également que les chevaux ne vont pas être contaminés pendant leur période d'allodement, et ce jusqu'à leur arrivée au Japon. Mais les autres points importants, c'est le maintien des effectifs de reproducteurs de demain. Je vous ai montré juste avant la courbe d'évolution des tarifs de la viande de cheval. Ça a créé un effet d'aubaine, et la capacité de production actuellement en France n'est pas si extensive que ça. Donc il est très important de travailler en maintenant les reproducteurs de demain et en essayant de conserver en France les futures poulinières et les futurs reproducteurs. L'autre point important, c'est de faire en sorte de ne pas perdre nos opérateurs historiques, donc qui sont les marchés avec l'Italie et l'Espagne, pour pas tomber dans un monopole qui était celui qu'on avait avant finalement avec l'Italie, et que le Japon ne devienne pas le plus gros, le seul responsable de l'augmentation du marché. Auquel cas, il pourrait également risquer de faire chuter le marché. Voilà pour ce qui est de l'export. Merci. On enchaîne tout de suite avec Ombline Baron et on revient sur le territoire français. Donc Ombline Baron, je suis chargée de mission à la Société française des équidés de travail et plutôt sur la partie marché national en quelque sorte. Voilà, donc en fait, je clôture ces interventions de table ronde. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui ont été présentés, mais en faire plus ou moins une petite synthèse. Et en fait, j'interviendrai plutôt sur la diversification des revenus auprès des éleveurs de chevaux de trait, donc des 9 races citées précédemment par Marie Fouquier, qui sont membres de la Société française des équidés de travail. Donc, comme ça a été expliqué précédemment, c'est un marché qui subit une forte concurrence au niveau national par l'importation, mais également par de la viande de cheval qui est originaire de chevaux de réforme. C'est un produit également qui a une image difficile à apporter, qui n'est pas seulement la viande de cheval, mais qui auprès des consommateurs et également des opérateurs de l'amont, je pense à l'abattage et à la boucherie, la transformation, n'est pas évidente aujourd'hui à perpétuer. Et également une problématique de traçabilité des produits qui n'est pas seulement liée à la viande de cheval non plus, mais à toute l'industrie agroalimentaire, et qui est une demande forte de la part des consommateurs. Comme on l'a vu également précédemment, le marché à l'export est en déploiement aujourd'hui avec de nouveaux acteurs qui interviennent sur le marché international, et donc ça a un impact fort sur les prix de vente des produits. Donc la nécessité aujourd'hui pour les éleveurs de chevaux de trait, c'est bien de diversifier les revenus de l'éleveur, puisqu'effectivement, si les éleveurs sont uniquement tributaires du marché de l'offre et la demande au niveau international, le jour où ça s'écroule, qu'est-ce qu'il leur reste sur le territoire, quoi. Donc en fait, le circuit court dont parlait tout à l'heure Mélanie peut être effectivement une porte d'entrée intéressante pour diversifier ses revenus sur différents segments. Donc là, on reprend en fait ce que présentait le vice-président d'Interbef de la section équine d'Interbef tout à l'heure. Donc la production, effectivement, et ça c'est ce qui nous intéresse le plus actuellement. Pardon. Et donc tous les opérateurs qui interviennent dans la production finale, donc l'engraissement, l'abattage, la transformation, la distribution et le produit directement vendu aux consommateurs. Donc la SFET a réalisé auprès de ses adhérents en 2016 une petite étude sur les initiatives de circuit court en viande de cheval de trait, qui n'est pas exhaustive mais qui nous permettait de dresser déjà un petit panorama de ce qui se faisait. Sur la carte, on peut voir que c'est quand même pas mal basé sur les bassins de production de viande de cheval, avec des initiatives individuelles ou collectives, assez diverses au final, parce qu'il y a des initiatives qui perdurent dans le temps et d'autres qui se sont arrêtées.
Et ensuite, il y a des initiatives qui sont vraiment à quelques chevaux par an et d'autres qui fonctionnent avec un produit assez important. Donc on a dénombré une centaine d'initiatives sur le territoire hexagonal. Alors en quelques chiffres, donc c'est globalement des chevaux vendus de 6 à 18 mois, donc ça correspond bien à ce que présentait M. Césari dans la vidéo. Généralement des produits en caissette de 5 à 10 kg, très peu de produits transformés. On est sur un prix de vente à 10 à 14 € du kilo. Et des points de vente qui sont divers, donc soit à la ferme, soit en point de retrait collectif. Ah oui, il y a une coupure. Auprès de bouchers ou des GMS. Voilà, et donc pour le réseau local en général de chaque initiative, on est sur un réseau à 100 à 200 clients, qui est plutôt comment dire, j'ai oublié le mot. Enfin, c'est une clientèle qui revient, régulièrement et qui est fidèle, voilà. C'est une clientèle fidèle et qui est principalement basée en milieu rural. Alors la difficulté même, en fait, est souvent de fournir, puisque la demande est telle qu'on a des problèmes de saisonnalité, les éleveurs, ont des problèmes de saisonnalité, à fournir toute l'année des produits à ces clients-là, et c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une perte. Donc en fait, en définitive, la problématique qu'il peut y avoir pour les éleveurs qui sont installés en circuit court, c'est bien un problème de maillage territorial, puisque, alors là le chiffre d'ailleurs est faux, hein, on est plutôt à 9000 poulains par an pour la production, on est à 80% de ces chevaux de trait qui sont destinés à la viande et donc seulement 10%, alors en 2013, mais qui étaient abattus en France, sont issus de l'élevage de chevaux de trait. La problématique de maillage territorial, c'est bien des abattoirs qui sont agréés pour abattre de la viande de cheval et des ateliers de découpe et transformation sur les territoires, mais également des compétences de boucher chevalin. C'est ce que disait M. Interbev tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus ces compétences-là sur le territoire et que de fait, ça a un impact sur la qualité des produits et de la viande qui demande une compétence spécifique de découpe et de transformation. Donc les défis pour la filière aujourd'hui des éleveurs de chevaux de trait qui souhaitent développer une activité de circuit court en viande chevaline, c'est de valoriser cette production fermière. C'est bien ce que présentait M. Césari, c'est la valeur ajoutée auprès des consommateurs. D'assurer aussi une production à l'année, parce qu'au final, on est sur des produits de 6 à 18 mois justement parce qu'on a besoin de pouvoir proposer aux consommateurs des produits toute l'année, et pas seulement des produits frais, mais ça peut être également des produits transformés, donc de la diversification des produits, et de réactiver un réseau de transformation et de commercialisation spécialisé sur la viande de cheval. Alors, pour ce faire, la SFET a essayé d'y répondre en mettant en place en 2016 une démarche des qualités à destination des éleveurs de chevaux de trait en circuit court. L'idée, c'était vraiment une démarche de qualité qui permettait aussi de proposer aux consommateurs un produit qu'ils n'avaient jamais goûté, un produit exceptionnel, et par un cahier des charges national qui est adapté aux pratiques de la production, donc une production très extensive. Cette démarche de qualité est reconnue par Viande Chevaline Française. Ça permet aussi de valoriser la production locale, le savoir-faire des éleveurs. Et Hippolyte propose un accompagnement technique et commercial des éleveurs, puisque c'est aussi une problématique importante pour eux, c'est de faire tout le travail de production, transformation et de commercialisation auprès des consommateurs, de créer la référence technico-économique, de former les éleveurs et enfin d'assurer une promotion nationale de ces produits. Voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie. Merci Ambline. Moi, je trouve que les diapos, là, ou ce que tu viens de dire, fait une synthèse un petit peu des problématiques. J'ai bien envie de passer tout de suite la parole à la salle ou aux salles avec nos correspondants là, dans les sites de rediffusion. Y a-t-il des questions? Avez-vous des questions? Alors que ce soit des
Ça peut être des questions, mais ça peut être aussi des compléments d'information, et puis ça peut être des réactions. Enfin, volontairement, on a demandé, je vous l'ai dit en introduction, on a essayé de vous présenter un panel assez large de témoignages. Donc il y a des choses qui vont toutes dans le même sens, c'est la défense de la production et la volonté de la développer. Puis vous avez sans doute noté au passage qu'il y avait des petits désaccords ou des points sur lesquels on n'était pas forcément tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc j'espère que ça va susciter des réactions de votre part. Oui, bonjour, Ilona Blanquet, je travaille à Interbev, l'interprofession du bétail et de la viande pour la section chevaline. Je voulais juste préciser pour les éleveurs qui seraient intéressés par des dispositifs de formation sur la découpe de la viande chevaline que la Fédération des bouchers hypophagiques de France a créé un CQP boucher chevalin qui est reconnu dans les accords de branche interprofessionnels au niveau de la boucherie, et qu'il y a des possibilités pour s'inscrire pour ceux qui voudraient se former. C'est sur une période de formation relativement intense, sur 8 mois à peu près. Et ça donne lieu ensuite à un examen et à un diplôme qui est officiellement reconnu. Donc si jamais vous êtes intéressé, la FBHF recherche des candidats pour participer aux premières formations. Et donc, il faut s'adresser tout simplement à la FBHF, notamment leur adresse email, c'est opbc77@gmail.com. OP comme Patrick, B comme Bernard, C comme cheval. Voilà. C'est juste un petit complément qui peut être utile. Bonjour. Moi, j'ai une question donc, ouverte à pas mal de monde. Jean-Luc Césari, donc, dans son témoignage, nous explique que ses consommateurs aiment la viande jeune, donc la viande blanche qui n'est pas rouge. Et donc Interbev, depuis quelques années, nous explique qu'en fait, les consommateurs préfèrent de la viande rouge. Donc moi, c'est vraiment une question qui me turlupine un peu quand même, puisque on a quand même 2 avis différents sur la consommation de viande. Est-ce que vous avez une explication? Dans le micro, je crois que... alors, d'abord, je crois qu'il n'est pas tout à fait exact qu'Interbev fait la promotion de la viande rouge, puisque à date, d'ailleurs, on avait une conférence téléphonique la semaine dernière. Dans tous les événements de promotion de viande chevaline qui ont été faites, il y a eu des actions spécifiques sur le comptoir, en région, et donc qui étaient plutôt sur des viandes d'animaux jeunes, donc un peu plus claires. En fait... encore une fois, Interbev n'a pas vraiment une démarche partisane ni exclusive. Il s'agit de s'adapter aux attentes du marché. Donc il y a des segments de marché qui sont plutôt en attente de viande claire et d'autres plus rouges. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, je pense que pour ce qui est de ce qu'on constate en région parisienne, nord de la France, Grand Sud-Ouest, on est plutôt sur des consommations de viande rouge et effectivement sur les bassins de production, hein, Auvergne, Jura, enfin tout le Grand Est, voire le couloir rhodanien. Il y a des habitudes de consommation qui peuvent être différentes dans les coupes aussi. Quand on se rapproche de l'Italie, il y a certaines pièces qui trouvent un marché intéressant, alors que sur d'autres, ou par exemple si je prends la région de Strasbourg, vous avez certaines pièces qui ont des habitudes de consommation que vous aurez plus de mal à commercialiser dans d'autres régions comme, je ne sais pas, le Nord-Pas-de-Calais ou autre. Voilà. Donc je crois qu'il y a une grande diversité. Et dans ces actions de promotion de la viande chevaline, Interbev s'attache à inscrire dans ces actions des actions qui correspondent aux réalités du terrain. Cette consommation, elle a été faite, cette habitude de consommation a été faite sur des enquêtes, ou est-ce que c'est vraiment exclusivement sur ce qui est vendu? Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est que si on propose en fait de la viande rouge au consommateur, forcément, il va consommer de la viande rouge. Si on propose plusieurs morceaux, enfin de la viande rouge et de la viande blanche, est-ce qu'il ne va pas spontanément plutôt revenir consommer la viande blanche? Jean-Luc Césari l'explique bien quand, me l'explique à moi, quand en fait, il propose de la viande rouge, les gens ne reviennent pas, ils ne veulent pas de la viande rouge. Donc, il est obligé de passer ses réformes en transformation. Oui, je pense qu'il a développé une clientèle par rapport à un produit
et que cette habitude vient de là. À l'inverse, on peut aussi prendre l'exemple, il y avait une autre dans l'histoire, Union Trait Limousin, qui avait lancé une opération de commercialisation de viande dans une région. Ils ont dû arrêter parce qu'il n'y avait pas de débouché. Donc je crois qu'il faut aussi écouter son consommateur. Il ne s'agit pas d'être péremptoire ni affirmatif, il s'agit de s'adapter au marché. Pour aller dans la suite de ce que disait Marilyn, est-ce que du coup, il y a un avenir pour les chevaux de réforme, une viande rouge, puisque peut-être que la tendance, en tout cas des jeunes qui arrivent sur ce marché de la viande, c'est plutôt, ils veulent un animal dans le respect du bien-être, un animal qui soit environnemental. Voilà. Est-ce que le cheval de réforme a cette image-là, en somme ? Et est-ce qu'elle va répondre aux besoins? Et deuxième question, en admettant qu'on puisse remettre des chevaux de réforme dans le circuit de la consommation, comment on s'y prend réglementairement? Je suis désolé, je monopolise un peu la parole, mais je vous laisse le micro. Alors, j'ai envie en fait, le sujet, je pense, et là c'est peut-être une part d'intuition personnelle ou de conviction. Le premier critère pour vendre de la viande, c'est qu'elle soit bonne. Donc, je crois que les critères je dirais, de prise en compte des enjeux sociétaux, c'est pas ça qui va vous faire vendre le produit. Ça peut vous empêcher de le vendre, mais ça ne vous fera pas le vendre. Si vous amenez une viande qui n'est pas bonne ou qui ne correspond pas aux attentes du consommateur, mais qui est verte, bio, tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas bonne, vous n'en vendrez pas. À cet égard, faut-il une viande maigre ou une viande grasse? Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un créneau de commercialisation de viande particulièrement grasse. C'est absolument disruptif par rapport à tout ce qu'on lit dans les études. Oui, mais quand vous allez voir, quand vous interrogez le consommateur qui reviennent semaine après semaine acheter le produit, en fait, ils vous disent « non mais c'est hyper bon ». Donc le premier sujet, c'est ça. Donc est-ce qu'il y a un avenir pour la viande rouge? Oui, si le produit est bon. Et accessoirement, il faut effectivement qu'il réponde aux attentes sociétales. Mais il faut en premier lieu qu'il soit bon. Deuxième partie de votre question, je crois. Alors bon, ça veut dire bien élevé, tendreté de la viande, bien travaillé. Donc c'est un petit peu tous les éléments du plan de filière. Deuxième partie de votre question, la question, je dirais, de la situation administrative d'un certain nombre de chevaux. Alors je parle sous ton contrôle, Ilona. Combien en France? 100 000 100 000 en France, 2-3 millions en Europe. Là-dessus, on est interpellé par les associations de défense ou des associations qui militent en faveur du bien-être particulier des chevaux, et nous-mêmes interpellons l'administration française et européenne sur cette problématique pour deux raisons. La première raison, c'est que quand vous écoutez les associations de défense des chevaux, ils vous disent en fait la retraite au fond d'un pré pour un cheval est assez éloignée de ce qu'on appelle la bientraitance d'un cheval. Puisqu'effectivement, ça a été dit là dans les chevaux qui sont donnés, les gens s'aperçoivent qu'il y a aussi des frais vétérinaires au-delà de l'herbe, et donc c'est parfois douloureux. Et en réalité, là où il y a problématique économique, qui était une raison des dons que j'ai relevés, vous allez avoir derrière, c'est décrit par la World Horse Welfare Association, vous allez avoir des problèmes de situation de détresse de chevaux laissés en déshérence. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, pour la filière Interbev, c'est les scandales. En fait, en maintenant des animaux qui sont sans plus aucune valeur économique, au-delà des problèmes de bien-être, vous créez des problèmes de triche, de fraude. Et en fait, les fraudeurs sont souvent des francs-tireurs qui s'en sortent souvent mieux que l'ensemble des professionnels qui ont des investissements, des salariés, des banquiers, des fournisseurs, des engagements
une réputation, un produit à défendre, donc toute la filière en fait, hein, éleveurs, transformateurs, abatteurs, metteurs en marché, souffrent de ça. Et donc on urge l'administration de définir les conditions dans lesquelles on pourrait éventuellement, sous contrôle sanitaire strict, puisqu'il y a une question d'image du produit et de sécurité de la filière. Il ne s'agit pas de jouer avec ça, encore une fois. Hein, le prérequis, c'est les enjeux sociétaux et la sécurité sanitaire. La nécessité, c'est sans doute la qualité du produit. Donc, on interpelle l'administration, et ça fait partie du rôle d'Interbev. C'était dans mes slides, mais je les ai peut-être passés un petit peu vite, que de définir, en collaboration avec les autres pays européens, parce que la situation est la même en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Irlande, grand pays du cheval, en Espagne, sur la façon dont on peut effectivement définir des conditions de réintroduction dans les chevaux. Il y a des dispositifs réglementaires qui existent. Leur mise en application est un petit peu complexe. Donc la discussion, en tout cas, est en cours avec les autorités. Je suis dans le territoire du Grand Est, où on est bassin de la race ardennaise. J'avais, je crois il y a 2 ans, envoyé une enquête justement à tous les éleveurs d'Ardennais pour voilà, faire un petit bilan, et surtout cette idée de circuit court, essayer de voir quelles étaient les opportunités qu'on pouvait trouver sur notre territoire. J'ai eu beaucoup de réponses, moi qui vois plutôt toujours le verre plutôt à moitié vide, à moitié plein, pardon. Là, on a eu beaucoup de discours dans les retours sur l'aspect qualitatif, comme quoi, est-ce que c'était pas trop tard? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu développer ça avant? C'est des populations qui sont je parle pour la race ardennaise, hein, des populations vieillissantes, on perd des juments à la saillie. Ok, là, on a des nouveaux débouchés, mais est-ce que, voilà, la question qui est revenue souvent, c'est est-ce que c'est pas trop tard, quoi. Ça, c'était ma première question. Deuxième question, c'était pareil, dans l'idée d'essayer de mettre en application tout ça. J'avais développé un projet que je déposais auprès de la DRAF sur les plans nationaux d'alimentation, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il m'a dit qu'on était trop petit. Le projet était intéressant, mais c'était trop petit. Donc je ne sais pas si finalement, est-ce que ces voies-là, on peut aussi, ça permettrait peut-être de compléter les différentes pistes qui ont été évoquées. Sur ta première remarque, je pense qu'il faut connecter aussi ce qu'on aborde là, qui est plutôt sur les modes de commercialisation, à tout ce qui se passe du côté de la production et les différents accompagnements du côté de la production. Et je pense notamment à ce qui se passe en ce moment sur la notion de copâturage, la mixité des pâturages, etc. Voilà. Effectivement, il faut réfléchir sur l'aval, mais aussi sur l'amont. Et puis sur ta deuxième remarque, tu peux en dire un peu plus sur ce programme Il y a beaucoup de dispositifs. Il y a un dispositif de reconquête des chaînes d'abattage, je crois. Il y a des dispositifs nationaux qui existent d'accompagnement à la mise en œuvre de ces circuits. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on s'en empare peut-être pas, ou on est peut-être, enfin je dis ça sous toute réserve, c'est peut-être la production est peut-être trop confidentielle. On a un vrai souci, c'est que les abattoirs, ils veulent plus, moi, ma région, c'est ça, hein, les abattoirs, ils veulent plus mettre de chevaux dans les lignes d'abattage. Ça, c'est trop compliqué, c'est trop peu de... Donc, il y a quand même énormément la faisabilité, elle repose sur... elle a beaucoup de freins, quoi, hein, finalement. Hein. Les éleveurs qui vieillissent, on perd 30% des juments, les abattoirs en veulent pas, les consommateurs restent encore à conquérir. Voilà, moi je partage le projet, hein, ça fait vraiment partie des choses qu'il faudrait réussir à mettre en œuvre, mais concrètement, voilà, je m'interroge encore, quoi. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il faut être un peu sur tous les fronts, et je pense que c'est ce qui se passe avec la mobilisation. Notamment, l'objectif de cette table ronde, c'était aussi de montrer qu'il y avait des intervenants un peu partout. Alors, comme je le dis, on est plutôt sur la commercialisation là, puisqu'on est sur la thématique de l'adaptation au marché aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a quand même des démarches qui se mettent en œuvre sur
voilà, toutes les phases. Mais après, c'est vrai que c'est une vraie réflexion. Je te rejoins sur la problématique des abattoirs qui ont de plus en plus de mal après à continuer à prendre en tout cas des chevaux. Je sais que dans le plan d'Interbeil, il y a aussi tout un sujet sur le suivi des abattoirs. Enfin, il y a quelque chose, non, par rapport aux abattoirs? Alors, pour compléter puis répondre à votre remarque, je crois qu'il y a un grand défi de communication en fait entre les acteurs de ce qui se fait. Ce qu'on a eu comme présentation sur cet éleveur, je trouve que c'est remarquable. Les débouchés développés par Equid Export, c'est aussi remarquable. Tout le travail fait par la SFET aussi. Mettre en valeur peut-être aussi le contenu que propose Interbev. Aujourd'hui, il y a eu un annuaire des metteurs en marché qui a été développé et disponible sur le site. Ça veut dire que quelqu'un qui veut vendre son cheval peut regarder par sa région à qui il peut s'adresser. Il y a au sein des adhérents, des fédérations adhérentes d'Interbev, un certain nombre d'établissements qui accueillent des chevaux, qui font de la découpe et justement qui se sont spécialisés, je pense en particulier sur cette vague de la vente directe. Donc je crois que le défi, il est vraiment effectivement à faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas seuls sur ces problématiques, qu'ils peuvent trouver au sein du réseau des gens qui vont les aider sur la transformation du produit. Il y a des sociétés, entreprises privées qui sont adhérentes des fédérations, qui sont spécialisées sur la transformation des produits à base de viande chevaline, qui font de la découpe. Donc il y a là-dessus effectivement des interconnexions à créer. Oui, juste pour renforcer un petit peu ce qui vient d'être dit, c'était l'un des objectifs de cette table ronde, c'était de dire, bon, il y a des initiatives. Enfin, je pense qu'il faut, c'est le verre toujours à moitié plein ou à moitié vide, effectivement. Mais malgré tout, il y a quelques initiatives là, dont on a eu écho qui vont, me semble-t-il, dans le bon sens. Il y a les témoignages d'éleveurs qui essaient de s'accrocher. Donc l'idée, c'est de dire, à travers un certain nombre de témoignages et en essayant de bosser tous un peu dans le même sens, on peut peut-être inverser la tendance, quoi. Alors effectivement, pour les éleveurs, on l'a vu, le problème numéro un, c'est quand même la rentabilité, quoi. Les cours étaient relativement bas. Donc c'était pas forcément très attractif et il y a beaucoup d'éleveurs qui étaient des éleveurs anciens qui avaient des chevaux plutôt pour l'affect que pour vraiment la production. Ceci étant, ça a été dit aussi, on a bien montré qu'il y avait des complémentarités avec d'autres productions, d'autres productions d'herbivores. Elles n'étaient pas antagonistes. Et bon, quelque part, petit à petit, je pense qu'à travers des témoignages, à travers des chiffres, on doit pouvoir remonter un peu les choses. Alors, effectivement, un travail qu'on avait fait aussi pour Interbev, moi, ce qui me pose effectivement question, on ne l'a pas présenté, mais c'est la carte des abattoirs, des lieux de production, la carte des abattoirs, la carte des bouchers chevalins, et enfin, ça avait été pour moi un peu la mauvaise surprise, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas de superposition, il n'y avait pas d'adéquation entre ces différents niveaux. On a des zones où il y a de la production de chevaux, et puis en face, il n'y a pas d'opérateurs ou peu d'opérateurs. Donc c'est un peu problématique. On l'a vu, les abattoirs, les gros abattoirs, c'est Émilie qui l'a dit, les gros abattoirs, avec les contraintes qu'on leur impose, ils ont tendance à dire, moi je n'ai plus de chaîne d'abattage chevaux. Et c'est bien souvent des petits abattoirs de type abattoirs municipaux qui, pour accroître leur volume, acceptent encore de traiter des chevaux. C'est un peu... Voilà. En complément par rapport à tout ce qui est pâturage mixte, la Société française des équidés de travail est en train de mettre en place un programme pour accompagner la mise à disposition de juments chez des agriculteurs. Donc, dans le cadre du pâturage mixte, vu qu'en plus, il me semble que des fermes de référence ont commencé à faire remonter l'intérêt économique d'avoir des chevaux en pâturage mixte. Donc la SFET mise essentiellement sur des agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui seraient en cours d'installation pour qu'ils commencent à se diversifier et que finalement l'atelier équin s'associe à des ateliers déjà agricoles et plus juste des éleveurs équins.
Merci. Ilona d'Interbev 15, juste pour compléter sur le sujet de l'abattage des chevaux. Effectivement, c'est important de continuer à pouvoir abattre des chevaux dans un maximum d'établissements. En fait, aujourd'hui, donc Interbev a travaillé avec les fédérations d'abattage, donc notamment FEDEV et la FNAP, la Fédération des établissements prestataires d'abattage, sur un guide de bonne pratique d'abattage des chevaux, donc un vrai travail de fond, notamment avec les experts de l'Institut de l'élevage. Ce guide va sortir très prochainement et le but, c'est qu'ensuite, il soit distribué à tous les abattoirs et qu'il fasse partie notamment des formations en 2018 pour les référents protection animale. Donc, ce sont des personnes qui sont référents dans les abattoirs, qui sont salariés, bien sûr, qui ont leur poste, mais qui sont référents sur le bien-être animal. Et bien de les former sur les spécificités du cheval pour qu'on continue à abattre des chevaux, bien sûr. Oui, Guillaume Mathieu des Chambres d'agriculture Nouvelle-Aquitaine. J'aurais trois éléments ici à apporter. La première chose, c'est quelle est la position de la grande distribution sur la vente de viande de cheval. Quand on va dans un supermarché, le linéaire cheval, il est généralement assez petit et il faut l'observer de très près. De ce que j'avais lu de certaines études, c'était que la grande distribution ne souhaitait que certains morceaux, que du coup elle s'approvisionnait de chevaux beaucoup étrangers, hein, et qu'on avait une très mauvaise valorisation du coup des carcasses de chevaux. Donc c'était un souci. La deuxième chose, c'était par rapport au marché japonais, savoir on exporte les animaux en vif, pourquoi ne le fait-on pas en carcasse, ce qui nous enlèverait peut-être le souci sanitaire, notamment derrière. Et enfin, je termine, je fais un peu ma promo voilà, sur la mixité des troupeaux. On organise la semaine prochaine un colloque en Creuse. Si jamais certains d'entre vous sont en Creuse, n'hésitez pas à venir nous voir pour voir tous les intérêts bénéfiques de cette mixité. Oui, Guillaume, pour répondre à ta première question sur la valorisation dans les GMS, en fait, effectivement, c'est exactement ce que tu racontes. Hein, il y a, pour les établissements qui veulent bien proposer de la vente de viande chevaline, c'est sur certains morceaux et c'est principalement du cheval d'importation. C'est toujours assez délicat pour les éleveurs de proximité qui souhaitent commercialiser dans ces établissements-là d'aller négocier avec des prix attractifs pour que leur viande se vende dans ces établissements-là, d'autant plus qu'en général, ils n'arrivent pas à tout vendre. Donc, ils préfèrent d'abord écouler tout le stock de viande de cheval qui vient du Québec, Argentine ou autre, avant de vendre des produits du producteur qui est à 20 km. Et le fait que l'éleveur vienne seul, en général seul ou en tout petit collectif, pour promouvoir ses produits, il n'a pas la force nécessaire de négociation pour pouvoir avoir des prix attractifs et pouvoir faire un vrai outil de commercialisation. Ouais, si je peux rajouter par rapport à sur cet aspect-là, je suis surprise de ce positionnement des GMS, alors que, à contrario, sur les autres productions commercialisées en circuit court, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il y a un positionnement des GMS qui ne manque pas de mettre en avant l'image, les producteurs pour surfer sur cette vague circuit court que Mélanie a bien décrit. Et pourquoi on a ce contexte-là sur la viande de cheval alors qu'on ne l'a pas en viande bovine ou sur d'autres produits, quoi. Alors, je pense que du coup, peut-être qu'il y aura des réponses intéressantes de l'autre côté de la tribune. En fait, on est toujours sur une problématique d'image, quoi. Beaucoup sont frileux à l'idée de vendre de la viande de cheval parce que l'image n'est pas, entre guillemets, bonne, quoi. Justement, sur le statut un peu particulier du cheval. Et il y a peut-être aussi une grande différenciation culturelle entre les régions, justement, des régions qui ont l'habitude de consommer de la viande chevaline ou pas. Et une grande différenciation aussi entre milieu rural, périurbain et urbain. Mais bon, là, j'ai pas d'éléments en tout cas à apporter là-dessus. Oui, c'est exactement ce que j'allais répondre. Pour moi, c'est l'image qui les freine et une consommation qui est très réduite. Donc, ils ont même en évoquant la vague circuit court, l'intérêt que ça génère et les consommateurs qui sont de plus en plus friands de ce mode de commercialisation, même avec tous ces arguments-là, les GMS ont encore du mal
à mettre dans leur rayon, en tout cas à contractualiser et à aller voilà, s'entendre avec les producteurs locaux de chevaux sur le territoire, en tout cas. Pour apporter un regard un peu différent, d'abord, il faut quand même se poser la question de la pertinence de faire du circuit court en grande distrie, quoi. Donc ça, je crois que le positionnement d'un éleveur qui commercialise son produit en direct, je ne sais pas s'il est toujours compatible avec la présence de son produit en grande distribution. Stratégie personnelle peut-être, mais deuxième problématique, je crois que la grande distribution aujourd'hui, elle fait face à un problème de professionnalisation de ses équipes, et ça dépasse la viande chevaline, sauf que quand vous avez de moins en moins de bras, de moins en moins de professionnels, en fait le premier produit que vous arrêtez de traiter, c'est le cheval. Vous avez des différences de performance d'un magasin à l'autre sur une zone de chalandise commune, similaire, proche, concurrente, qui est incroyable, juste par le fait que le chef s'en occupe ou pas. Donc, au-delà du produit, au-delà de ces accords locaux ou pas, il y a cette problématique de professionnel, et ça, c'est ce aussi sur lequel on essaye de travailler à Interbev par le CQP, entre autres. Parce que d'un autre côté, et ça a été prouvé par l'éleveur, quand on présente le produit au consommateur, le consommateur est là, mais il faut que le produit soit bon et bien présenté. La dernière problématique qu'il peut y avoir à ces alliances locales, j'en vois deux en fait. Du point de vue de l'éleveur, il faut quand même, quand vous adressez un magasin, le servir toutes les semaines. On voit que l'éleveur lui-même, pour sa propre fourniture, rencontre des problématiques. Je ne crois pas que la grande distribution n'achète que certaines coupes. Je pense qu'ils peuvent tout acheter. Mais s'ils ont le professionnel pour le transformer et le commercialiser en face. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, ils vont être sur monoproduits jusqu'à plus rien du tout parce que par déficit de compétences. Voilà un petit peu ce que je pouvais ajouter sur cette problématique spécifique en distribution. Pour la question concernant le Japon, en fait, la raison pour laquelle, pour l'instant, on envoie des chevaux vivants, c'est parce que c'est la commande du client. Concrètement, leur demande, c'est des chevaux vivants qu'ils vont abattre pour ensuite transformer en sushi. Donc, c'est quand même un produit qui a besoin d'être extrêmement frais. Ensuite, au Japon, ils ont aussi toutes les infrastructures pour élever, engraisser, abattre, transformer. Et donc ça, ils y tiennent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un débouché sur lequel il faut travailler en ce qui concerne de la viande en carcasse avec le Japon. Après, il faut faire bien attention parce qu'il y a en fait, on a constaté qu'il y avait eu effectivement une grosse augmentation du prix du marché. Ça a aussi créé un effet d'aubaine sur des éleveurs âgés qui ont décidé de décapitaliser plutôt que d'avoir confiance en ce marché et de se dire on va se remettre à produire. Donc il y a quand même ce point-là sur lequel il faut être très vigilant. Et le jour où on commence vraiment à développer la vente de carcasses en partant de France pour le Japon, ça peut être un développement très important, mais qu'il faut faire attention de vraiment contrôler. Après, pour finir, le problème sanitaire, tant qu'il est vraiment maîtrisé, que le travail qui est fait sur le sanitaire est très sérieux, je ne pense pas que l'augmentation qu'il y a eu sur le prix de la viande ait été différente entre des chevaux, entre les différentes races ou même les différents territoires en France. L'impact a été à peu près le même sur toute la France, donc le problème sanitaire n'est peut-être pas vraiment un problème aujourd'hui, à part le fait qu'il faut bien le maîtriser. Je voudrais juste qu'il y a quelques exports en viande au Japon. Pendant que j'ai le micro, oui. Donc, Françoise Clément de l'IFCE. En fait, on a pas mal parlé de circuit court. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de ce marché-là par rapport au circuit classique ? Il y a une d'entre vous qui a dit que c'était une centaine d'initiatives, mais
ça représente... Oui, mais en fait, en termes de tonnage ou de produits vendus, non. On ne sait pas trop, surtout qu'il y a plusieurs initiatives qui se sont arrêtées, notamment parce que justement, il y a une augmentation du prix d'achat grâce à l'export et de fait qu'on a arrêté définitivement puisque c'est moins de travail pour eux de les écouler par ce biais-là que de faire l'effort de le faire en circuit court. Et j'ajouterais que c'est une donnée qui manque pour toutes les filières quand même globalement. Il n'y a absolument pas à l'heure actuelle de chiffrage sur le tonnage qui est vendu via les circuits courts. Et ça manque. Et voilà, c'est remonté en tout cas globalement par beaucoup de filières. Donc je pense que peut-être que bientôt. J'avais une deuxième question un peu différente, c'était par rapport au marché japonais qui a permis sans doute de remonter à 2,50 €, je crois à peu près, le kilo. Est-ce que là, on devient compétitif avec du bovin allaitant ou pas du tout? Est-ce que c'est... On est par contre plutôt en train de monter vers les 3,20 € actuellement. On est en train d'arriver à un prix qui a été doublé. Donc j'ai une question de Rhône-Alpes. Quelles incitations, motivations y a-t-il pour que les éleveurs maintiennent leurs juments à la saillie? Il y a le fait qu'on achète les poulains, qu'il y a un marché derrière. Aujourd'hui, les poulains sont quand même achetés à un prix qui commence à être largement raisonnable. Donc c'est qu'il y a des débouchés pour les produits. Et Jean-Luc Césari évoque dans son témoignage d'ailleurs qu'il aimerait pouvoir développer son marché, mais il manque à l'heure actuelle d'animaux, lui, hein, clairement. Il y a le problème du foncier, mais il y a aussi le problème de la production et d'animaux à trouver, quoi. À ma connaissance, mais je ne suis pas un expert, je crois qu'il n'y a plus de dispositif PAC concernant le maintien de juments, en tout cas en exploitation. Il y a des dispositifs régionaux, à ma connaissance. Je ne suis pas un expert. Hein. Oui, sur les... Oui. Ben voilà. Oui, le témoignage de Jean-Luc Césari était déjà long, donc tout n'a pas été mis, mais effectivement, dans les choses qui n'ont pas été mises, il y a quand même quelques récriminations par rapport à la parité avec les éleveurs allaitants bovins. Hein, il s'estime un peu, il estime qu'il est que les éleveurs de chevaux de trait sont un peu lésés ou sont moins aidés que. Et par contre, parce que cette interaction, cette mixité des élevages chevaux bovins, à mon avis, est une piste qui mériterait d'être vraiment développée, approfondie. Il faut faire attention à la compétition à la prime dans le chargement des pâtures. Et alors, je ne fais pas partie de ceux qui discutent ça avec les autorités, mais il serait, à mon avis, opportun que les chevaux comptent pour du beurre sur le chargement des pâtures. Sinon, à mon avis, les éleveurs, s'ils doivent faire l'arbitrage entre une vache ou un cheval, ça va être rapide. Et s'agissant dernièrement de cette mixité, je crois qu'il y a un accent important à mettre sur la formation des éleveurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des chevaux parmi les éleveurs. Oui, il y a une étude qui a été faite là, dans le département de la Drôme pour essayer justement ça a été un peu évoqué, de mettre des chevaux de trait dans des élevages allaitants. Et c'est un des points de blocage. Bon, un bovin, on sait comment ça se comporte. Un cheval, ça se comporte un peu différemment. C'est parfois un peu plus vif, même si c'est un cheval de trait. Donc voilà, il y a un peu de formation à envisager. Ouais. Oui, je voulais juste rebondir sur la question qui avait été posée sur le système bovin allaitant, où je pense qu'aujourd'hui, à des prix à 3 €, 3,20 € du kilo, on est sur un marché broutard qui, du coup, c'est tout à l'avantage du cheval de trait, et c'est même plus, je pense, le cheval de trait demande des charges un peu moins élevées que pour un broutard. Il profite mieux, il grossit plus vite. Voilà, les GMQ sont différents, et je pense que voilà, il y a un intérêt derrière ça, quoi. Mais là, pour compléter ça, je crois qu'il y a aussi un gros travail à faire à la production, parce que quand on regarde les rendements des exploitations, c'est une étude qui a été faite par l'Office de l'élevage, je crois.
Bon, il y a des rendements d'exploitation sur le cheval qui sont, à mon avis, pas tout à fait normaux. On a été faire une journée en région Interbev, on a rencontré des éleveurs qui affichent des rendements extrêmement élevés. Ça veut dire le nombre d'animaux qu'ils arrivent à faire naître par jument par an, quoi, en fait. Et je pense que derrière, il y a quand même des bonnes pratiques qu'il faut essayer de diffuser. Voilà. Oui, dans les élevages, quand on regarde les taux de productivité numérique, il y a quand même de très gros écarts, hein. Ça va de quasiment 0 jusqu'à 90 ou 95%. Donc, oui, au niveau technique, il y a des choses, il y a des marges de progrès conséquentes qui existent, ça c'est clair. Mais je pense quand même que le déclencheur, on va appeler ça comme ça, le déclencheur, c'est quand même bien ce qu'a évoqué Guillaume, le prix de vente, quoi, qui peut. Oui, et on rentre dans une période, à mon avis, extrêmement intéressante, rendue possible par ce marché. C'est que je crois que les exploitations doivent non pas profiter de cet effet d'aubaine sur le prix, mais en profiter pour investir et travailler sur leur rentabilité d'exploitation. Puisqu'on ne sait pas si dans 5 ans le marché sera toujours à ce niveau-là. Donc le bon sens paysan apprend à faire des réserves en période de... Je ne sais pas, mais quelque part, là, c'est un peu en bruit de fond. Dans tout ce qu'on a entendu, enfin dans tout ce que j'ai entendu moi ce matin, il y a quand même un peu la notion de diversification, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. Enfin, on l'a entendu pour y compris dans la première partie de la journée, hein, et c'est aussi quelque chose qu'on avait entendu quand on a reconfiguré le réseau équin. Les professionnels qui participent au comité d'orientation nous ont dit non, on ne veut pas des gens trop spécialisés parce qu'on pense que ce n'est pas l'avenir. Hein, on veut des gens qui ont un panel, une offre un petit peu élargie. Alors, c'est bien parce qu'au niveau économique, ça permet de tamponner les hauts et les bas, mais ça a aussi quelques désavantages, hein, parce que ça veut dire, on vient d'évoquer indirectement, mais ça veut dire qu'il faut développer des compétences particulières, quoi. Là, je compléterai peut-être avec une autre réflexion, c'est que, et là je saute un peu du coq à l'âne, si je puis dire, si on regarde la filière des chevaux de sang, je crois que là aussi, il y a un très gros travail à faire sur les questions d'identification, de tenue correcte de ce qu'on peut appeler des registres d'élevage, au sens réglementaire de la question, de suivi médicamenteux et de dialogue avec les vétérinaires quand tu n'as pas utilisé n'importe quelle substance pour traiter les chevaux, en vue potentielle d'une introduction dans la chaîne alimentaire. C'est souvent des choses qui ne sont pas prises en compte au moment de l'acquisition d'un cheval de la part d'un particulier ou peut-être d'un centre équestre. Mais si on regarde d'autres filières comme le trot, c'est des choses qu'ils ont intégrées dans leur business model. Hein, ils ont quand même un débouché pour leurs animaux en boucherie qui peut toujours être plus valorisé, mais qui existe sous réserve que les bonnes pratiques aient été mises en place en matière d'identification, de suivi des animaux tout au long de sa vie. Et ça recroise d'ailleurs une notion de responsible act qui est développée au niveau européen, qui vise à faire prendre conscience aux détenteurs des chevaux qu'au moment où ils l'achètent, ils ne pensent pas tout de suite à la fin de vie de l'animal, mais que s'ils ne prennent pas en compte cette responsabilité-là au moment de leur achat, ça débouche sur des situations de détresse animale. Voilà. Et là, pareil, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Je regarde la pendule, on n'est pas forcément très en avance, on est même plutôt en retard. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle ou une dernière remarque? Non? Oui, si, j'en ai une. Non, juste pour terminer, mais quand on parlait de mixité des troupeaux, simplement, j'ai la double casquette, je travaille aussi sur les réseaux bovins viande, et nous avons fait tourner et modéliser des exploitations bovines allaitantes en intégrant 4 à 5 juments de trait sur des troupeaux de 100 mères. Et on arrive à des revenus disponibles qui sont en progression de 4 à 5 000 euros en moyenne sur des prix de vente de poulains. On les a pris à 2,80 €, on n'a pas pris 3 €. Mais voilà, on a une économie de charge et on a derrière des produits valorisés. Et c'est un revenu disponible en plus de 4 000 euros, grosso modo, pour 4 à 5 juments. Production à coût marginal, oui, effectivement, ça valorise les refus des bovins, ainsi de suite. Oui, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Okay. Bon, on va peut-être clore cette séance. Alors effectivement, on en était tous conscients, je crois. C'est un vaste sujet, donc il était un peu utopique de vouloir le traiter de A jusqu'à Z. Moi, je suis assez satisfait parce qu'il me semble important, et j'espère que c'est partagé par la salle et par tout le monde, il me semble important que le sujet soit abordé. Hein, et puis, on voit qu'il y a quand même...
il y a quand même des choses à faire. Tout n'est pas perdu. Il y a des choses à faire. Donc, il faut poursuivre. Bon appétit. Merci à tous. Alors, je vais vous donner quelques précisions.